000 euros de plus-value nette dans mes poches que je fais sur ce bien. Les règles à suivre et à respecter pour revendre et ne pas être rattrapé par les impôts. Habiter réellement dans ton appartement, dégager un gros billet, faire ça bien intelligemment. Toujours des personnes qui seront prêtes à payer cher pour avoir un appartement tout refait, tout nickel. Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va répondre à une question qui, je pense, va t'intéresser. Comment fonctionne la plus-value immobilière avec une résidence principale? La question de la résidence principale et de la plus-value m'est énormément demandée. Comment faire? Comment derrière faire une belle opération, une belle revente pour dégager un gros billet? On va voir ça dans cette vidéo. On me pose souvent la question, faut-il ou non acheter sa résidence principale? Alors si tu as un mindset d'investisseur, oui, parce que derrière tu vas pouvoir faire une belle plus-value. Dans cette vidéo, on va voir comment le faire avec un état d'esprit d'investisseur, faire ça bien intelligemment et ne pas être rattrapé par les impôts. Le souci, c'est que beaucoup de personnes peuvent te donner leur avis sur la question en mode théorique, sauf qu'ici, on est vraiment en pratique dans ma résidence principale que je vends demain. Je vais demain chez le notaire pour signer l'acte final. On est le 13 février, demain on sera le 14 et on tourne ces dernières vidéos avant que je vende l'appartement. Donc quoi de mieux aujourd'hui que t'expliquer ce sujet avec un cas pratique, mon cas personnel chez moi dans ma résidence principale que je suis en train de revendre. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que ma formation est disponible en financement CPF. Tu as tous les liens dans la description et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. On va voir ensemble les règles à suivre et à respecter pour revendre ta résidence principale dans de bonnes conditions et ne pas avoir de soucis niveau imposition. La revente de ta résidence principale est régie par le Code général des impôts, article 150-U. Il faut que ta résidence principale soit ta résidence habituelle et effective d'après le BOFIP. Les explications du BOFIP. Alors petit 1, la résidence habituelle, qu'est-ce que c'est? La résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il s'agit d'une question de fait qu'il appartient à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge de l'impôt. Petit 2, résidence effective. Il doit s'agir de la résidence effective du contribuable. Une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d'une résidence principale susceptible de bénéficier de l'exonération. Lorsqu'un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous les moyens l'effectivité de la résidence. Vous me posez très souvent la question combien de temps je dois habiter dans ma résidence principale pour pouvoir la vendre ensuite et être exonéré d'impôts. La loi ne dit rien à ce sujet, elle ne dit pas 3 mois minimum, 6 mois minimum, 1 an minimum. Mais par contre, s'il y a un contrôle, à toi de pouvoir prouver que tu y habitais et y vivais réellement. Maintenant, je vais donner mon avis personnel et mes meilleurs conseils pour faire ça dans les clous. Alors, je te conseille de ne pas jouer avec le feu et de vraiment habiter réellement dans ton appartement ou dans ta maison, dans ton bien immobilier en général. C'est ce que j'ai fait avec cet appartement. On y a vécu 1 an, on a fait des travaux à l'intérieur. C'est pas forcément nécessaire de faire des travaux, mais c'est souvent comme ça que tu vas t'amener vers une grosse plus-value. Acheter un bien délabré est une très bonne idée pour faire une plus-value avec sa résidence principale parce que tu auras toujours des personnes qui seront prêtes à payer cher pour avoir un appartement tout refait, tout nickel. C'est ce qu'on a fait ici, on a fait des travaux, on a amené énormément de valeur perçue à ce bien et un acheteur potentiel peut poser ses valises et y habiter directement. Alors oui, c'est un petit peu embêtant parce que tu vas peut-être vivre un petit peu dans les travaux ou alors tu vas déménager fréquemment, mais en tout cas pour ma part, ça me convient très bien parce que ces petits soucis sont vite gommés par les 50 000 euros de plus-value nette dans mes poches que je fais sur ce bien. On est quand même à 3 ans et demi de SMIC net rien qu'avec la plus-value de cet appartement et on peut encore faire mieux avec de plus grosses maisons où tu peux aller à 100 000, 200 000 et encore plus haut. Mon premier conseil était de réellement habiter ton bien, de ne pas jouer avec le feu. Le deuxième va être de ne jamais le louer. Même quelques mois en sous-location ou bien même quelques nuitées sur Airbnb par exemple, ne le fais pas parce que tu pourrais être retoqué et devoir payer des impôts sur cette plus-value durement acquise. Troisième conseil, prendre tous les abonnements à ta charge et consommer réellement, que ce soit eau, internet, électricité, gaz. Il faut prendre tous les abonnements à ta charge, à ton nom, à ton adresse de résidence principale et consommer réellement. Souscrire à des abonnements ne suffit pas parce que si derrière on a un contrôle et qu'on regarde
que tu n'as pas du tout consommé d'eau ni d'électricité, on va comprendre que tu n'habitais pas dans le bien. Il faut que tu puisses prouver que tu as utilisé de l'eau dans le logement, de l'internet, de l'électricité. On va pouvoir aller regarder tout ça dans le détail. Je te conseille encore une fois de ne pas trop jouer là-dessus parce qu'ils peuvent aller vérifier tous tes abonnements, vérifier que tu as vraiment habité le logement. Dans mon cas, c'est justement ce qui s'est passé. Donc si on regarde toutes mes factures, on peut voir les gigas d'internet consommés, l'électricité, l'eau, etc. Et tu n'as vraiment pas envie de payer ces impôts sur la plus-value que tu penses pouvoir réinvestir dans d'autres appartements, dans une entreprise, etc. Quatrième conseil, déclarer ton changement d'adresse. Il faut le déclarer un petit peu partout, surtout également aux impôts pour bien montrer que c'est là que tu as élu domicile. Et il ne faut pas que tu aies un suivi de courrier par exemple à la poste et tout ce qui arrive chez toi est retransmis sur une autre adresse parce que là les impôts ils vont trouver ça louche. Déclarer ton changement d'adresse, ça va également faire en sorte que ce soit toi qui paye la taxe foncière et si tu la payes depuis quelques années, ça va être un bon point pour toi en cas de contrôle. Il faut que tu aies tout au carré, c'est-à-dire que tu dois payer tes charges de copropriété dans les temps. Il faut bien entendu que ces charges de copropriété, que ton prêt immobilier soit pris sur le compte là où est pris ton crédit immobilier. Il faut également que ton prêt soit affecté à une résidence principale. Ça, c'est quelque chose qui se discute en amont avec ton banquier. Il faut que dessus, sur le crédit, il y ait écrit que c'est pour une résidence principale. Tu auras moins de soucis en cas de contrôle dans ces cas-là. Également, lorsque tu vas devenir propriétaire du bien, cela va de soi, lorsque tu vas signer chez le notaire, il faut que tu contractes une assurance habitation, ce qui va prouver également que c'est ta résidence principale. Si tu souhaites réellement faire une grosse plus-value avec ta résidence principale, n'essaye pas de frauder, fais les choses dans les règles de l'art. Les impôts peuvent vite s'en rendre compte et avec une résidence principale comme je l'ai fait ici, tu peux vraiment faire de très belles choses et faire du très gros cash. Maintenant, au niveau des contrôles, comment ça va se passer? L'administration fiscale, elle va chercher à savoir qui essaye de frauder, qui n'essaye pas de frauder. Une personne qui revend sa résidence principale au bout de 10 ans, elle ne va pas forcément aller l'embêter ou aller la contrôler parce que la personne y a réellement vécu en 10 ans, il n'y a pas d'histoire de fraude. Par contre, quelqu'un qui a vécu peu longtemps et qui est resté dans cette résidence principale, qui l'a détenue pendant 3 mois, 6 mois, 8 mois, là, elle va se dire « Ah ben tiens, est-ce que cette personne, elle n'a pas juste voulu faire un achat-revente sur sa résidence principale, bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value ? Est-ce qu'elle y a vraiment vécu ou non? Voilà, c'est ça la question qu'elle va se poser. Si tu possèdes cette résidence principale depuis quelques mois et que tu la revends, tu n'as pas de raison de t'inquiéter même si tu es contrôlé, si tu peux prouver tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. L'idée aussi, c'est d'avoir une raison de déménager, que ce soit personnel ou professionnel. C'est ce que l'on a avec ma copine, on décide de déménager pour nos raisons qui nous sont propres. Donc, on pourra le prouver si jamais on a un contrôle de l'administration fiscale. Mon avis sur la question de la durée. Tu sais qu'il n'y a pas de durée définie dans la loi, mais pour moi, un bon minimum serait d'une durée de 6 mois. Parce que au-dessous, vraiment, l'administration fiscale va venir t'embêter, va venir chercher la petite bête. L'idéal, je pense que c'est plutôt une durée aux alentours de 1 an, comme on a fait ici dans cet appartement. Le fait d'acheter et de revendre sa résidence principale, c'est une niche fiscale en France. C'est quelque chose de très puissant. Ça peut te permettre de faire un très très bon billet que tu vas pouvoir réinvestir dans l'immobilier, mettre en apport pour des projets locatifs, racheter une résidence principale plus grosse pour refaire une plus grosse plus-value ou bien même réinjecter ce cash dans différentes entreprises. Le fait d'acheter sa résidence principale peut se coupler avec le fait de faire de l'investissement locatif. Dans mon cas personnel, j'ai commencé par acheter 4 appartements en locatif pour derrière faire ma résidence principale et en plus maintenant la revendre avec une belle plus-value. Encore un conseil personnel au niveau de l'achat-revente de résidence principale, je te conseille de le faire tous les 2-3 ans minimum et pas de le faire tous les 6 mois parce que tu risques d'être contrôlé, tu en auras marre des contrôles, d'habiter dans les travaux et de vite et très souvent déménager. En achetant ta résidence principale et en faisant plusieurs opérations de ce type, tu peux aller jusqu'au fait de ne plus être endetté sur ta résidence principale. Je connais des amis investisseurs qui ont fait cette stratégie, qui ont acheté 3, 4, 5 résidences principales et qui ont fini avec toute la plus-value qu'ils ont faite durant leur carrière d'investisseur à ne plus être endettés sur l'achat de leur maison. La clé pour bien revendre une résidence principale, c'est vraiment d'avoir un appartement qui est coup de cœur et qui a de superbes prestations. Dans mon cas, ici, on se trouve au 4e étage avec ascenseur, sans vis-à-vis, exposé sud. On a mis la climatisation, on a un parking, on a un garage. Donc voilà, bref, une personne arrive et peut poser ses valises. Tout est nickel. Ici, on va chercher à toucher l'émotionnel des gens. On va leur montrer le avant-après du bien. On va leur montrer que ici,
tout est parfait, que tout est bien pensé, bien intégré à l'appartement, qu'ils peuvent poser leurs valises, s'asseoir dans le canapé, venir manger dans la cuisine, que tout est prêt. Cet appartement, on l'a refait à notre goût, mais on l'a pensé pour qu'il plaise au plus grand nombre. On a tout refait, du sol au plafond, pas beaucoup de touches de peinture à part le bleu qui se trouve derrière moi, sinon la plupart des murs sont blancs, du parquet flottant au sol, un WC suspendu, des volets électriques roulants, une douche avec du carrelage imitation marbre noir. On a mis des choses à la mode et qui plaisent. Pour ce bien, j'ai emprunté 159 000 € pour le bien, la place de parking, le garage, les frais de notaire et les travaux. J'ai seulement décaissé 152 000 € sur ce prêt. On a vendu le bien 214 000 €, dont 12 000 € de frais d'agence, donc 202 pour moi, ce qui fait 50 000 € de plus-value. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les 30 000 € que j'ai mis dans mon emprunt pour les travaux, je m'en suis largement bien servi pour aussi meubler le bien et puis m'acheter tout un tas d'outils et de matériel. Et en plus, tous ces meubles, je vais les récupérer en partant de cet appartement pour mon prochain bien immobilier, pour l'aménager. Donc ça fera un petit peu plus finalement, ça fait 50 000 € de plus-value, plus des meubles que je n'aurais pas rachetés. L'achat-revente d'une résidence principale est vraiment une niche exceptionnelle en immobilier. On peut faire des chiffres énormes. Moi-même, je ne m'attendais pas à gagner 2 ans et demi de salaire de mon ancien salaire quand j'étais salarié en 1 an avec la rénovation de cet appartement et sa revente. C'est vraiment des choses qui sont exceptionnelles en immobilier. On ne peut pas faire ça avec beaucoup de business en empruntant de l'argent qui n'était même pas à moi, en n'ayant même pas commencé à amortir le capital. C'est juste dingue. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à exploser la barre des likes en bas de la vidéo et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos. Si tu souhaites te lancer dans l'immobilier 100% gratuitement, j'ai créé 1 heure de formation offerte. Tu la trouves sur le petit carré qui va s'afficher en bas de ton écran ou bien en lien dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et on se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.